Bonsoir et soyez les bienvenus à cette douce exploration des murmures du passé. Installez-vous confortablement dans le silence de votre espace et laissez votre esprit s'apaiser tandis que nous nous préparons à remonter les flots du temps. Ce soir, nous partons à la rencontre d'une des civilisations les plus profondes et durables que notre monde ait jamais connues, l'Empire romain. Ces vestiges, éparpillés à travers le continent, continuent de témoigner de sa grandeur, de ses innovations et de son héritage intemporel. Cette odyssée n'est pas une simple leçon d'histoire, mais une invitation à sentir les échos d'anciennes vies, à toucher les textures des cités d'autrefois et à entendre le souffle d'une époque révolue, tout en vous laissant doucement glisser vers la quiétude. Si cette proposition vous plaît, un léger mouvement du doigt pour aimer cette vidéo aidera ces récits à atteindre d'autres âmes en quête de repos historique. Vous êtes également invité à vous abonner pour ne pas manquer nos futures explorations des brumes du temps. Et si le cœur vous en dit, partagez en commentaire de quelle ville antique ou quelle période de l'histoire vous aimeriez rêver. Pour l'heure, fermons les yeux sur le présent. Laissons les préoccupations s'estomper comme le crépuscule sur une vieille colline. Nous allons traverser les millénaires, pas à pas, plongeant dans les profondeurs de l'existence romaine, de ses origines humbles à son apogée éblouissante. Laissez le temps s'effacer, les échos du passé vous envelopper, et la narration vous bercer dans un voyage immobile, au cœur de la grandeur de Rome antique. Avant que la République et l'Empire ne déploient leurs ailes monumentales, la terre qui allait devenir le cœur de cette civilisation était un patchwork de paysages, de rivières et de communautés agraires. La péninsule italienne, s'étirant sur environ 1100 km du nord au sud, avec une largeur moyenne de 150 km, offre une topographie variée qui a profondément modelé les destinées de ses premiers habitants. Le dos de la péninsule est formé par la chaîne des Apennins, une épine dorsale montagneuse qui atteint des sommets comme le Corno Grande, culminant à 2942 mètres, divisant la région en plaines côtières et vallées intérieures. Ces montagnes, composées principalement de calcaire et de grès, n'ont pas empêché les échanges, mais les ont orientés, favorisant les routes nord-sud le long des côtes et à travers les cols. Les plaines fertiles, comme la plaine du Pô au nord et la plaine du Latium au centre, constituaient des greniers essentiels. Le fleuve Pô, avec ses 652 km de longueur, irriguait une vaste zone de plus de 72 000 km², déposant des sédiments fertiles qui soutenaient des cultures abondantes de céréales. Plus au sud, le Tibre, s'étirant sur 406 km, bien que moins imposant, joua un rôle capital. Il était navigable sur environ 150 km depuis la mer Adriatique, permettant un accès facile aux échanges et aux ressources pour les premières implantations. Sa proximité avec la mer Tyrrhénienne, à seulement 25 km de l'embouchure, offrait à la future Rome une position stratégique, à l'abri des incursions maritimes directes, tout en bénéficiant de l'accès au commerce. Le climat méditerranéen de la péninsule, caractérisé par des étés chauds et secs, atteignant des températures moyennes de 25 à 30 degrés Celsius, et des hivers doux et humides avec des moyennes de 8 à 10 degrés, était propice à l'agriculture de la trilogie méditerranéenne, le blé, la vigne et l'olivier. Le blé, souvent une variété de Triticum durum, était cultivé dans les plaines, fournissant la base de l'alimentation. Les vignes, dont la culture remonte à des millénaires, prospéraient sur les pentes ensoleillées, produisant un vin qui serait une boisson fondamentale. Les oliviers, arbres résilients capables de croître sur des sols arides, fournissaient une huile essentielle pour la cuisine, l'éclairage et l'hygiène personnelle. Ces conditions matérielles, combinées à des sols volcaniques particulièrement fertiles dans certaines régions comme la Campanie et le Latium, où les cendres volcaniques enrichissaient la terre,
ont posé les bases d'une économie agraire robuste. Ces premières communautés, antérieures même à la fondation mythique de Rome, vivèrent de manière simple mais ingénieuse. Les techniques agricoles primitives, souvent héritées de l'âge du bronze et du fer, étaient au cœur de leur subsistance. Les outils étaient fabriqués à partir de bois durcis au feu, d'os ou de métal rudimentaire. Les arères en bois, tirés par des bœufs, ne faisaient que gratter la surface du sol sur une profondeur d'une quinzaine de centimètres, nécessitant des labours fréquents. Les faucilles, initialement en silex ou en bronze, puis en fer à partir du 8e siècle avant notre ère, permettaient de récolter les céréales. L'irrigation se limitait souvent à l'utilisation de l'eau des rivières et des sources, canalisée par de simples fossés ou transportée dans des jarres d'argile, pour arroser les potagers familiaux et les petites parcelles pendant les périodes de sécheresse estivale, assurant ainsi la survie des cultures vitales. Les premiers établissements, souvent de simples hameaux, se sont développés sur des collines naturellement fortifiées, offrant protection contre les inondations et les incursions. Le Latium, une région centrale de la péninsule, fut le berceau de plusieurs de ces communautés latines, dont celle qui allait donner naissance à Rome. Les habitations étaient des huttes circulaires ou ovales, construites avec des matériaux locaux. Les murs étaient nids faits de pisé, un mélange de terre argileuse et de paille compressée, ou de torchis, un entrelacement de branches, clayonnage, recouvert d'un enduit de boue, souvent sur une base de pierre pour éviter l'humidité. Les toits étaient généralement coniques et faits de chaume, une épaisse couche de paille ou de roseaux séchés, offrant une isolation naturelle. Une hutte typique mesurait environ 5 à 6 mètres de diamètre, abritant une famille de 5 à 7 personnes et se composait d'une seule pièce avec un foyer central pour la cuisson et le chauffage. L'artisanat de cette période, bien que rudimentaire, était essentiel à la vie quotidienne. La poterie était un pilier, chaque foyer produisant ses propres ustensiles ou les obtenant par troc. Les premières poteries étaient façonnées à la main, par la méthode du colombin, où des rouleaux d'argile étaient superposés puis lissés. Elles étaient ensuite cuites dans des fours à fosse, de simples creux dans le sol recouverts de combustible, atteignant des températures d'environ 700 à 800 degrés Celsius, ce qui produisait des céramiques poreuses mais fonctionnelles. Avec l'influence progressive des Étrusques à partir du 8e siècle avant notre ère, le tour de potier fut introduit, permettant une production plus rapide et des formes plus régulières, telles que les amphores de transport ou les cruches à vin. Ces poteries, souvent de couleur terre cuite naturelle, servaient à conserver les céréales, l'huile, le vin et l'eau, et à préparer les repas simples à base de bouillie de céréales et de légumes. Le travail du métal, initialement le bronze, un alliage de cuivre, environ 90%, et d'étain, environ 10%, puis le fer, fut une avancée technologique majeure. Le bronze était utilisé pour des outils plus résistants, des armes, pointes de lance, dagues et des objets d'apparat. L'extraction du minerai de fer, abondant en Étrurie et sur l'île d'Elbe, était un processus laborieux. Le minerai était fondu dans des fours à bloomerie, des structures en argile et en pierre, alimentées par du charbon de bois. La température, maintenue autour de 1200 degrés Celsius grâce à des soufflets manuels, permettait de réduire le minerai en une masse de fer spongieuse appelée bloom. Ce bloom était ensuite martelé à chaud pour en extraire les impuretés et le densifier, un processus qui nécessitait une force et une dextérité considérables. Ces forgerons, maîtrisant le feu et le métal, produisaient des outils agricoles plus efficaces et des armes plus robustes, marquant un avantage technologique significatif. La formation sociale initiale était basée sur des unités familiales étendues, les gentes ou clans, chacune dirigée par un pater familias, l'homme le plus âgé et le plus respecté, dont l'autorité était quasi absolue sur les membres de sa famille,
incluant sa femme, ses enfants, ses esclaves et ses biens. Ce patriarcat, fondement de la société romaine, garantissait la cohésion sociale et la transmission des traditions. Les terres étaient souvent cultivées en commun par les membres du clan, et la survie dépendait de la solidarité. Les hameaux se regroupèrent parfois en ligues défensives, comme la Ligue latine, pour se protéger des agressions extérieures et réguler les échanges. Ces regroupements, bien que lâchement organisés, posèrent les bases des futures alliances politiques et militaires. Les légendes entourant la fondation de Rome, traditionnellement située au 21 avril de l'an 753 avant notre ère, racontent l'histoire de Romulus et Rémus, élevés par une louve, symbolisant la force et la résilience. Bien que ces récits soient empreints de mythes, les fouilles archéologiques sur le Palatin ont révélé des traces de huttes datant du Xe au 8e siècle avant notre ère, attestant d'une occupation précoce. Ces premières implantations, sur les 7 collines, Palatin, Capitole, Quirinal, Viminal, Esquilin, Célius et Aventin, offraient des positions stratégiques. Le Palatin était idéal pour la défense, le Capitole pour la religion et la protection des troupeaux, tandis que le Quirinal et le Viminal étaient liés aux populations sabines. L'émergence d'une organisation politique plus structurée est attribuée à la période des rois de Rome, s'étendant d'environ 753 à 509 avant notre ère. 7 rois se seraient succédés, dont les 3 derniers, les Tarquins, auraient été d'origine étrusque, marquant une période d'influence culturelle et technologique majeure. Sous leur règne, les premières grandes infrastructures de Rome furent érigées. Le Circus Maximus, destiné aux courses de chars, aurait été initié, mesurant déjà plusieurs centaines de mètres de long. La Cloaca Maxima, un système d'égouts monumental, fut construite pour drainer les marécages situés entre les collines, en particulier la zone du Forum. Ce système, dont les conduits les plus anciens étaient des fossés ouverts, puis des canaux voûtés en pierre de tuf de près de 3 mètres de hauteur et de largeur, a permis d'assainir la ville et de la rendre habitable pour une population croissante, jetant les bases de l'urbanisme romain. L'influence étrusque ne se limita pas à l'ingénierie. Les Étrusques, peuple sophistiqué du nord du Latium, excellaient dans l'art de la métallurgie, produisant des objets en bronze d'une finesse remarquable, comme des miroirs gravés de scènes mythologiques ou des urnes cinéraires. Ils introduisirent également l'écriture, adaptée du grec, et des pratiques religieuses complexes, notamment la ruspicine, la lecture des entrailles d'animaux sacrificiels pour interpréter la volonté des dieux. Leur architecture, bien que majoritairement en bois et en terre cuite, laissa des techniques de construction en pierre et des concepts urbains, comme l'organisation en damiers des villes, qui furent adoptés et adaptés par les Romains. Les rois étrusques, en consolidant le pouvoir et en introduisant ces innovations, transformèrent Rome d'un groupe de villages en une véritable cité-État naissante, prête à affronter les défis de son expansion. Cette période de monarchie étrusque vit aussi la mise en place des premières structures militaires formelles. La population masculine valide était organisée en centuries, des unités de 100 hommes, formant une milice citoyenne capable de défendre la ville et de mener des campagnes limitées contre les tribus voisines. L'équipement, encore rudimentaire, comprenait des boucliers ronds en bois recouverts de cuir, des lances en bois avec des pointes de bronze ou de fer, et des casques en cuir ou en bronze pour les plus aisés. Ces premières armées étaient le reflet d'une société où chaque citoyen avait un rôle et une responsabilité dans la protection collective, un principe qui allait perdurer pendant des siècles et devenir une pierre angulaire de la force romaine. En 509 avant notre ère, la tradition romaine rapporte l'expulsion du dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, marquant la transition de la monarchie à la République. Cet événement, bien que teinté de légendes comme le viol de Lucrèce, est historiquement considéré comme un tournant majeur. La royauté fut remplacée par un système de magistrats élus, les consuls, initialement 2,
qui détenait le pouvoir exécutif pour un mandat d'1 an, empêchant ainsi la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme. Le Sénat, une assemblée d'anciens magistrats et de chefs de famille patriciens, devint l'organe consultatif suprême, détenant une influence considérable sur les affaires de l'État. Cette nouvelle structure politique, conçue pour éviter la tyrannie, posa les jalons d'un gouvernement complexe et durable, fondé sur la loi et la participation civique. La société républicaine naissante était cependant divisée entre 2 classes principales, les patriciens et les plébéiens. Les patriciens, descendants des plus anciennes et riches familles, détenaient la plupart des postes politiques et religieux, monopolisant le pouvoir. Les plébéiens, la grande majorité de la population, agriculteurs, artisans, marchands, étaient exclus de ces sphères de pouvoir malgré leur participation à l'armée et à la vie économique de la cité. Cette inégalité fut la source de tensions internes qui allaient durer des siècles, donnant lieu à des luttes sociales appelées le conflit des ordres. Ces conflits ne furent pas des guerres sanglantes, mais plutôt des épreuves de force politique, des sécessions de la plèbe menaçant de quitter Rome, forçant les patriciens à des concessions. L'une des premières et plus significatives victoires de la plèbe fut l'obtention des lois des 12 tables, promulguées vers 450 avant notre ère. Avant cela, le droit était oral et interprété par les patriciens, ce qui permettait l'arbitraire. Les 12 tables furent gravées sur 12 tablettes de bronze exposées sur le forum, rendant le droit accessible à tous les citoyens. Ce code, couvrant des domaines allant du droit de la famille à la propriété et aux procédures judiciaires, bien qu'encore rudimentaire, fut le premier jalon d'un système juridique écrit et public, une innovation capitale qui allait définir l'approche romaine de la loi et de la justice. Par exemple, elles énonçaient des règles précises sur les testaments, les dettes et les sanctions pour les vols, établissant une base claire pour les litiges. Parallèlement à ces développements internes, Rome commença à affirmer sa présence dans le Latium. Les premières décennies de la République furent marquées par des conflits locaux avec les tribus voisines, comme les Èques et les Volsques, ainsi qu'avec la Ligue latine elle-même, dont Rome avait été un membre. Les batailles de cette époque, souvent des escarmouches ou des sièges de courte durée, étaient menées par des armées civiques composées de citoyens soldats qui revenaient à leur champ après les campagnes. Les stratégies étaient simples, axées sur l'affrontement frontal et la supériorité numérique. La victoire romaine à la bataille du lac Régil vers 496 avant notre ère contre la Ligue latine, bien que mythifiée, est un exemple de ces premières démonstrations de force, consolidant la position dominante de Rome dans la région. La construction de routes rudimentaires pour faciliter le mouvement des troupes et le commerce était également un élément crucial. Les premières voies romaines n'étaient pas les chaussées pavées que nous connaissons. Il s'agissait plutôt de chemins compactés avec du gravier et des pierres concassées, mesurant environ 4 à 5 mètres de large, suffisant pour le passage des charrettes et des soldats. Ces chemins étaient souvent tracés en ligne droite, ignorant les obstacles naturels autant que possible, reflétant déjà une volonté d'efficacité et de contrôle territorial. Ces routes, reliant Rome aux cités latines comme Tusculum ou Lavinium, permettaient un déploiement rapide des légions et un acheminement plus efficace des produits agricoles, renforçant le réseau d'influence romaine. Au cours du IVe siècle avant notre ère, une menace extérieure majeure secoua la jeune République. En 390 avant notre ère, ou 397 selon d'autres chronologies, les Gaulois, une confédération de tribus celtes venues du nord, vainquirent l'armée romaine à la bataille de l'Alia, une petite rivière à 11 km de Rome. Ils pillèrent et incendièrent une grande partie de la ville, à l'exception du Capitole, qui résista. Cet événement traumatisant, connu sous le nom du sac de Rome,
fut un catalyseur. Il força les Romains à repenser leur défense et à construire des fortifications plus robustes. La muraille servienne, une enceinte de 11 km de long, 4 mètres d'épaisseur et 10 mètres de hauteur, faite de blocs massifs de tuf gris d'Aniene extraits de carrières locales, fut érigée rapidement après cette défaite, démontrant une capacité d'ingénierie et d'organisation impressionnante. La religion, à cette époque archaïque, était profondément liée à la nature et aux cycles agricoles. Les premiers Romains vénéraient une multitude de divinités liées aux forces naturelles et aux aspects de la vie quotidienne. Janus, dieu des commencements et des passages, Vesta, gardienne du foyer sacré, Mars, initialement dieu agraire puis dieu de la guerre, et Jupiter, dieu du ciel et de la foudre, étaient parmi les plus importants. Le culte se déroulait au sein du foyer, sous l'autorité du pater familias, qui offrait des prières et des libations, et dans des lieux sacrés en plein air, comme des bosquets ou des sources. Les prêtres, comme les augures qui interprétaient les signes des oiseaux, et les pontifes, gardiens du savoir religieux et du calendrier, jouaient un rôle crucial dans la vie publique, assurant la pax deorum, la paix avec les dieux, garante de la prospérité et de la sécurité de la cité. Les pratiques funéraires de cette période étaient variées. L'incinération, où le corps du défunt était brûlé et les cendres recueillies dans une urne, était courante, en particulier durant la période républicaine précoce. Les urnes, souvent en terre cuite ou en bronze, étaient ensuite déposées dans des sépultures familiales ou des nécropoles situées en dehors des murs de la ville, comme la nécropole de l'Esquilin. Parallèlement, l'inhumation existait également, les corps étant placés dans des cercueils en bois ou de simples fosses. Ces rituels étaient accompagnés de lamentations, de banquets funéraires et d'offrandes aux morts, reflétant une croyance en une forme d'existence après la mort et le désir de maintenir le lien avec les ancêtres, considérés comme des protecteurs du foyer. L'économie de la Rome primitive était essentiellement agraire et autarcique. Chaque ferme produisait ce dont elle avait besoin, et le commerce était limité au troc de surplus. Les principales cultures étaient l'épeautre et le blé, complétés par des légumineuses comme les fèves et les lentilles, ainsi que des légumes de jardin tels que choux, oignons et aulx. L'élevage de moutons, de chèvres et de porcs fournissait de la viande, du lait et de la laine. La fabrication du pain, aliment de base, était un processus domestique. Les grains étaient moulus à l'aide de meules à main en pierre de basalte, un travail ardu et quotidien, puis la farine était pétrie avec de l'eau et du levain pour former des galettes cuites sur des pierres chaudes ou dans des fours rudimentaires. La monnaie, initialement sous forme de bétail, pecus, d'où le mot pécuniaire, ou de lingots de bronze non frappés, aes-rude, évolua vers des pièces de bronze coulées à partir du IVe siècle avant notre ère. Ces premières monnaies, lourdes et encombrantes, portèrent des motifs simples comme des têtes de bétail ou des ancres, reflétant une économie encore enracinée dans l'échange de biens physiques. La valeur était intrinsèque, liée au poids du métal. Le commerce à longue distance, bien que modeste, existait et était dominé par l'échange de produits de luxe comme l'ambre de la Baltique, l'étain de Grande-Bretagne et les céramiques fines d'Étrurie ou de Grande-Grèce, apportant des influences culturelles et technologiques de l'extérieur. Ainsi, comme les racines d'un arbre plongent patiemment dans la terre avant que ses branches ne s'élancent vers le ciel, ces fondations humbles et résilientes, façonnées par la géographie, l'ingéniosité primitive et les premières structures sociales, allaient permettre un épanouissement d'une ampleur insoupçonnée, dont les échos résonneraient à travers les âges. Ces villages de boue et de chaume, ces premières lois gravées dans la pierre et ces lents développements technologiques formaient le terreau fertile d'une civilisation destinée à marquer le monde de son empreinte durable. Dans le silence des décennies qui suivirent, le travail patient de ces générations posa les premières pierres d'un édifice grandiose,
dont la lumière allait bientôt commencer à poindre à l'horizon. Au cours des siècles qui suivirent ces premières fondations fragiles et ces métamorphoses politiques, comme un jeune arbre dont les racines s'ancrent plus profondément dans le sol fertile, la République romaine commença son ascension, déployant ses branches au-delà des collines latines. La consolidation de son pouvoir s'opéra non par une expansion chaotique, mais par une série d'adaptations militaires, politiques et sociales, transformant une fédération de villages en une puissance régionale. C'est dans ce mouvement que les techniques se perfectionnèrent, que les structures de gouvernance se complexifièrent et que la vie quotidienne des citoyens, des plus humbles aux plus illustres, s'organisa selon des rythmes qui allaient perdurer pendant des millénaires. Les guerres samnites, une série de 3 conflits majeurs s'étendant de 343 à 291 avant notre ère, furent des catalyseurs essentiels de cette expansion. Elles opposèrent Rome aux fiers Samnites, une confédération de tribus montagnardes occupant le cœur des Apennins, une région de crêtes acérées et de vallées encaissées. Ces guerres, se déroulant sur des terrains escarpés et boisés, contraignirent l'armée romaine à abandonner la phalange lourde, héritée des Grecs et des Étrusques, pour adopter le système manipulaire. Cette nouvelle formation, introduite progressivement à partir du IVe siècle, organisait les légions en unités plus petites et flexibles, les manipules, composées de 120 hommes, permettant une manœuvre plus aisée dans les cols montagneux. Chaque légion, forte de 4200 hommes, comptait 30 manipules, articulées en 3 lignes de bataille, les Hastatis, les Principes et les Triarii, chacun armé d'un pilum, une lance lourde de 2 mètres de long, et d'un gladius, une épée courte et tranchante d'une 50aine de centimètres. Parallèlement à ces réformes militaires, le réseau routier romain, embryonnaire au début de la République, connut une expansion stratégique. La Via Appia, surnommée la Reine des Voies, fut initiée en 312 avant notre ère par le censeur Appius Claudius Caecus. Cette voie monumentale, longue de 560 km, reliait Rome à Capoue, puis s'étendit jusqu'à Brindes, sur la côte adriatique. Sa construction était un exploit d'ingénierie. Les ingénieurs creusèrent d'abord une tranchée profonde d'environ 1 mètre, qu'ils remplissaient de 4 couches successives. La première, le statumen, était faite de grosses pierres concassées. Suivait le rudus, une couche de gravier et de sable compacté, puis le nucleus, un mortier de chaux et de cailloux, et enfin le summum dorsum, un pavage de dalles de basalte ajustées avec précision. Chaque dalle, mesurant en moyenne 60 cm de côté et 15 cm d'épaisseur, était posée de manière à former une surface légèrement bombée pour le drainage, une technique qui assurait une durabilité de plusieurs siècles. Ces routes facilitèrent le déplacement rapide des troupes et l'acheminement des vivres, consolidant l'emprise romaine sur la péninsule. L'évolution politique de la République romaine fut tout aussi significative. Le conflit des ordres, cette longue période de tension entre patriciens et plébéiens, continua de modeler la société. En 367 avant notre ère, les lois liciniennes sextiennes permirent aux plébéiens d'accéder au consulat, le poste le plus élevé de la République, mettant fin au monopole patricien. Ces lois stipulaient qu'au moins un des 2 consuls annuels devait être plébéien. En 300 avant notre ère, la Lex Augulnia ouvrit les prêtrises majeures, telles que les pontifes et les augures, aux plébéiens, intégrant ainsi cette classe dans la sphère religieuse et politique sacrée. Ces avancées créèrent une nouvelle élite, la nobilitas, composée de familles patriciennes et plébéiennes, enrichies et influentes, qui dominaient les magistratures et le Sénat, mais dont la légitimité était désormais ancrée dans la capacité du citoyen, et non plus dans sa seule naissance. Les structures politiques de la République se complexifièrent, réparties entre des magistrats élus, le Sénat et les assemblées populaires.
Les 2 consuls, élus annuellement, détenaient le pouvoir exécutif et commandèrent les armées. Les préteurs, initialement un seul puis jusqu'à 8, géraient la justice, tandis que les édiles supervisaient les travaux publics, les marchés et les jeux, assumant des fonctions de police urbaine. Les questeurs s'occupèrent des finances publiques et les censeurs, élus tous les 5 ans pour un mandat de 18 mois, étaient chargés du recensement des citoyens, de la gestion des mœurs et des contrats publics. Chaque fonction avait des limites claires de pouvoir et de durée, un système de cursus honorum, parcours des honneurs, qui définissait la carrière politique d'un citoyen romain, progressant du bas vers le haut de la hiérarchie en fonction de l'âge et de l'expérience, reflétant une conception ordonnée et hiérarchisée de la gouvernance. Le système économique de la République en expansion vit l'émergence d'une économie monétaire plus sophistiquée. Le denarius, une pièce d'argent pesant environ 4 grammes et valant 10 as, une monnaie de bronze, fut introduit en 211 avant notre ère. Cette nouvelle monnaie, frappée à l'effigie de la déesse Roma ou des divinités majeures, devint le standard monétaire de toute l'Italie, facilitant le commerce et les transactions à grande échelle. L'expansion territoriale apporta d'énormes richesses, des terres fertiles pour l'agriculture, des gisements de minerais précieux, fer d'Elbe, argent d'Espagne après les guerres puniques, et une main-d'œuvre servile abondante. Rome devint le centre d'un vaste réseau commercial. Des routes terrestres, comme la Via Flaminia menant vers le nord ou la Via Salaria vers l'Adriatique, étaient doublées de routes maritimes connectant les ports comme Ostie, à l'embouchure du Tibre, et Pouzole, Puteoli, dans la baie de Naples, au marché de la Grèce, de l'Afrique du Nord et de l'Orient, échangeant céréales, huile d'olive, vin, poterie et esclaves. La vie quotidienne, dans cette république en pleine effervescence, commençait généralement très tôt, bien avant l'aube. Vers 5 ou 6 heures du matin, les premiers rayons de soleil perçaient à peine les fenêtres des maisons. Pour un artisan, comme un boulanger, la journée débutait par la préparation du feu dans son four en briques d'argile, mesurant souvent 2 mètres de profondeur et 1,50 m de diamètre. Il pétrissait ensuite la pâte, faite de farine de blé tendre ou d'épeautre, d'eau, de sel et d'un levain conservé de la veille. La cuisson du pain, aliment de base, prenait environ 1 heure à une température de 200 degrés Celsius. Pendant ce temps, les premières bouffées de pain chaud et les effluves de fumée de bois emplissaient les rues encore sombres. Pour un paysan travaillant les terres environnantes, le réveil était encore plus précoce. Aux alentours de 4 heures, après un rapide iantaculum composé d'un morceau de pain et d'olive, il s'équipait d'une houe en fer forgé, dont le manche en bois mesurait environ 1,50 m, et rejoignait ses champs. Il cultivait du blé, des lentilles ou des fèves, arrachant les mauvaises herbes à la main et labourant la terre avec une charrue tirée par des bœufs, ne travaillant le sol qu'à une profondeur d'une quinzaine de centimètres. Le son régulier du frottement de la charrue sur la terre argileuse se mêlait au chant des oiseaux matinaux et au bêlement lointain des moutons dans les pâturages voisins, créant une symphonie rurale paisible mais laborieuse. Dans les domus, des familles patriciennes ou des riches plébéiens, la journée du pater familias commençait par la salutatio vers 7 heures. Les clients, vêtus de leurs toges, attendaient dans l'atrium, un espace central ouvert vers le ciel, avec un bassin, un pluvium, recueillant l'eau de pluie. Ils venaient chercher conseil, protection ou soutien financier et offrir leur respect en échange. L'odeur de la cire des lampes à huile en bronze ou en terre cuite de 30 cm de long s'attardait encore dans l'air, mêlé au parfum d'encens de myrrhe brûlée pour les dieux du foyer. Le sol en mosaïque froide, souvent orné de motifs géométriques, contrastait avec les tapis épais importés d'Orient. Le prandium, le repas de midi, était léger pour toutes les classes sociales.
souvent composé de restes de la cena de la veille. Quelques légumes cuits, un morceau de pain, des fruits secs comme des figues ou des dattes. Il était pris rapidement, debout ou assis sur un simple tabouret. Les verres étaient en terre cuite ou en bronze pour la plupart, et l'eau était la boisson principale, parfois coupée d'un peu de vin. L'ambiance était fonctionnelle, une brève pause avant de reprendre les activités de l'après-midi, que ce soit au forum, à l'atelier ou dans les champs. L'après-midi, pour les citoyens plus aisés, pouvait inclure une visite aux thermes qui, bien que n'atteignant pas encore la magnificence impériale, offrait déjà des bassins froids, frigidarium, tiède, tépidarium, et chaud, caldarium. L'eau, acheminée par des aqueducs, était chauffée par un système d'hypocauste, où de l'air chaud circulait sous le plancher surélevé par des piles de briques et dans les murs creux. Les vapeurs d'eau et les effluves d'huile parfumée, d'olives pressées pour les massages, emplissèrent l'espace, créant une atmosphère de détente et de socialisation. Les corps s'enduisaient d'huile avant d'être raclés avec un strigile, une sorte de racloir métallique incurvé d'une vingtaine de centimètres de long, pour nettoyer la peau des impuretés et de la sueur. La cena, le repas du soir, était le moment le plus important de la journée. Pour un artisan ou un paysan, elle consistait souvent en une pulse, une bouillie épaisse d'épeautre ou de millet, agrémentée de légumes de saison comme des lentilles, des pois chiches ou des fèves, et parfois d'un morceau de lard salé ou de poisson séché. L'eau était la boisson principale, ou un vin jeune et souvent dilué avec de l'eau. Les repas étaient simples, nourrissants et partagés en famille, sur des bancs en bois autour d'une table basse, éclairée par une simple lampe à huile en terre cuite. Les conversations tournaient autour des travaux du jour, des récoltes et des nouvelles du voisinage, dans le doux murmure des voix et le cliquetis des ustensiles rustiques. Pour les familles plus fortunées, la cena était une affaire plus élaborée. Les convives, souvent des invités, s'allongeaient sur des lits de table, appelés triclinia, disposés en U autour d'une table basse. Le menu se composait de 3 services: la gustatio, hors d'œuvre comme des œufs, des huîtres ou des salades; la primae mensae, plat principal avec des rôtis de porc, de bœuf ou de gibier, des poissons accompagnés de sauces riches à base de garum, une sauce de poisson fermentée, et d'épices exotiques comme le poivre noir ou le cumin importé d'Orient, et la secundae mensae, dessert de fruits frais, pâtisserie au miel, noix. Les vins, issus de cépages locaux ou importés, comme le Falernum de Campanie, étaient servis non seulement pendant le repas, mais aussi après, lors des commissations, où la boisson se prolongeait dans des discussions animées, le son des lyras ou des flûtes accompagnant parfois les chants. Les vêtements, pour la plupart des Romains, étaient fabriqués à partir de laine brute ou de lin. Les hommes portaient une tunique simple, une sorte de robe courte, de couleur blanche naturelle, descendant jusqu'aux genoux. Les citoyens en bonne et due forme endossèrent la toge, un grand drap de laine blanche semi-circulaire d'environ 6 mètres de long et 2 mètres de large, drapé avec art autour du corps, symbolisant leur statut. La toge, encombrante et chaude, n'était portée que pour les occasions formelles ou les sorties en ville, tandis que la tunique suffisait pour le travail quotidien. Les femmes portaient une stola, une longue robe sans manches par-dessus une tunique, souvent colorée avec des teintures naturelles tirées de plantes comme la garance pour le rouge ou l'indigo pour le bleu, et une palla, un grand châle recouvrant la tête et les épaules, ajoutant une couche d'élégance et de modestie. Les habitations variaient considérablement selon le statut social. Les domus, résidences des familles riches, étaient construites en briques cuites ou en opus caementicium. Béton romain, un mélange de chaux,
de sable, d'eau et d'agrégats de pierre, qui pouvaient être moulés et recouvraient des murs de 1 demi-mètre d'épaisseur. Les toits étaient en tuiles d'argile cuite. Ces maisons comportaient un atrium central, souvent un péristyle, jardin à colonnades, à l'arrière, des cubiculas, chambres à coucher, d'environ 3 mètres sur 4, un tablinum, bureau du maître, et un triclinium, salle à manger. Les murs intérieurs étaient souvent recouverts de fresques aux couleurs vives, représentant des scènes mythologiques ou des paysages, des jaunes ocres, des rouges pompéiens et des bleus intenses, évoquant un monde de beauté et de raffinement. Les classes populaires vivaient dans des insulae, des immeubles d'appartements de plusieurs étages, parfois jusqu'à 5 ou 6, construits avec des briques et des poutres en bois, souvent de construction rapide et moins solide. Chaque étage, accessible par des escaliers extérieurs ou intérieurs étroits, pouvait abriter plusieurs familles dans des pièces exiguës, d'environ 2 mètres sur 3, sans cuisine ni latrine privative. Les latrines, souvent communes, se trouvaient au rez-de-chaussée ou au premier étage. Le bruit des voisins, les odeurs des cuisines rudimentaires utilisant des brasseros, les cris des enfants jouant dans la cour et les aboiements des chiens créaient une atmosphère urbaine dense et vibrante, contrastant fortement avec le calme des domus. L'éducation, bien que non universelle, était valorisée. Les garçons des familles aisées, et parfois les filles, recevaient un enseignement élémentaire à domicile par un précepteur ou dans de petites écoles. Ils apprenaient à lire et à écrire sur des tablettes de cire avec un stylet en os ou en bronze, puis sur des parchemins ou des papyrus. Le déchiffrage des textes latins, l'apprentissage du calcul simple avec des abaques et la récitation de poèmes et de maximes morales formaient le cœur de cette instruction. La rhétorique, l'art de bien parler en public, était particulièrement prisé pour les futurs orateurs et hommes politiques. Les garçons plus âgés des familles nobles pouvaient suivre un entraînement physique intensif au campus Marsus, une plaine située en dehors des murs de la ville, où ils pratiquaient l'équitation, la natation et le maniement des armes. Le développement des aqueducs s'intensifia. Après l'Aqua Appia, l'Aqua Agnovetus, achevé en 272 avant notre ère, s'étirait sur 64 km, dont une grande partie souterraine, transportant l'eau des hauteurs des monts Apennins jusqu'à Rome. Ces ouvrages d'art, qui pouvaient acheminer jusqu'à 80 000 mètres cubes d'eau par jour, n'étaient pas seulement des prouesses techniques, ils transformaient la vie urbaine. Ils alimentèrent les fontaines publiques, les latrines, et les premières thermae publiques, améliorant considérablement l'hygiène et la santé publique. Le processus de construction exigeait des milliers d'ouvriers, des géomètres pour calculer les pentes précises, environ 3 à 4 mètres par kilomètre pour assurer un flux continu, et des maçons pour bâtir les conduits en pierre et en mortier, souvent doublés de pozzolana, un ciment volcanique romain. La religion continuait d'imprégner tous les aspects de la vie romaine, même si elle évoluait. Le panthéon romain s'enrichissait de divinités grecques, comme Apollon et Hercule, assimilés aux dieux latins, un processus connu sous le nom de syncrétisme. Les rituels, soigneusement observés, visaient à maintenir la pax deorum, la paix avec les dieux. Des sacrifices d'animaux, souvent des porcs, des moutons ou des bœufs, étaient offerts sur des autels en pierre, le sang versé, les entrailles examinées par les haruspices pour y lire les signes divins. Les prêtres, regroupés en collèges comme les pontifes, dirigeaient les cérémonies publiques et interprétaient les volontés des dieux. Des fêtes religieuses, comme les Lupercales en février, une ancienne fête de purification et de fertilité, ou les Saturnales en décembre, dédiées à Saturne, le dieu des semailles, animèrent le calendrier, mêlant dévotion et célébration populaire. L'artisanat prospérait et se diversifiait. Les potiers, utilisant le tour,
produisait des milliers d'amphores pour le transport du vin et de l'huile, des cruches, des lampes à huile et de la vaisselle de table, souvent décorée de motifs simples incisés ou estampillés. Les forgerons transformèrent le fer en outils agricoles plus résistants, en armes de meilleure qualité et en objets domestiques variés. Les sculpteurs et les architectes, sous l'influence grecque et étrusque, commençaient à créer des œuvres d'art et des édifices en pierre de tuf ou de travertin, un calcaire blanc et poreux, facile à tailler. Le travail du marbre, bien que rare à cette période, commençait à être introduit pour des statues votives ou des ornements de temple, préfigurant la magnificence architecturale à venir. L'expansion romaine ne fut pas sans heurts. Les premiers contacts avec Carthage, une puissante cité maritime phénicienne située sur la côte nord-africaine, menèrent aux guerres puniques. La première de ces guerres, de 264 à 241 avant notre ère, fut un conflit naval majeur pour le contrôle de la Sicile. Rome, initialement dépourvue de flotte de guerre, fit preuve d'une incroyable ingéniosité. En quelques années, elle construisit une marine de 120 navires, principalement des quinquérèmes, de 30 mètres de long et 5 de large, propulsés par 300 rameurs. Ces ingénieurs développèrent le Corvus, une passerelle d'abordage articulée, mesurant 12 mètres de long et 2 de large, munie d'un pic à son extrémité qui s'abaissait sur le pont ennemi, transformant les batailles navales en combats terrestres et annulant la supériorité carthaginoise en manœuvres maritimes. Cette adaptation stratégique permit à Rome de remporter des victoires décisives, consolidant son contrôle sur la Sicile, première province d'outre-mer. Ces décennies de développement et d'expansion virent également l'émergence d'une forme rudimentaire de littérature. Les premières œuvres latines furent souvent des traductions ou des adaptations de la comédie grecque par des auteurs comme Livius Andronicus et Plaute. Livius Andronicus, un Grec affranchi, traduisit l'Odyssée d'Homère en vers saturnien, le plus ancien maître poétique latin, vers 240 avant notre ère. Plaute, au début du IIe siècle avant notre ère, écrivit des comédies populaires comme Ménechmi, riche en jeux de mots et en situations burlesques, jouées sur des scènes temporaires en bois. Ces pièces, divertissantes pour la population, contribuaient à forger une identité culturelle romaine distincte, tout en absorbant et en transformant les influences extérieures, mélangeant les traditions locales avec les modèles hellénistiques. Ainsi, au fil des siècles, comme l'eau sculpte patiemment la pierre et le vent modèle les paysages, la jeune République romaine, forgée par les exigences de la guerre, l'ingéniosité de ses bâtisseurs et l'évolution de ses lois, se transforma en une puissance d'une envergure insoupçonnée. Ces développements, grain après grain, accumulés au fil des générations, formèrent le terreau fertile d'une splendeur à venir, une floraison dont la mémoire traverserait les millénaires. Les bases de son urbanisme se solidifiaient, ses armées se perfectionnaient, et le rythme de vie de ses citoyens s'organisait, préparant silencieusement le chemin pour les grandeurs et les défis encore inimaginables qui attendaient cette civilisation en pleine ascension. Au fil des siècles, comme l'eau sculpte patiemment la pierre et le vent modèle les paysages, la jeune République romaine, forgée par les exigences de la guerre, l'ingéniosité de ses bâtisseurs et l'évolution de ses lois, se transforma en une puissance d'une envergure insoupçonnée. Ces développements, grain après grain accumulés au fil des générations, formèrent le terreau fertile d'une splendeur à venir, une floraison dont la mémoire traverserait les millénaires. Les bases de son urbanisme se solidifiaient, ses armées se perfectionnaient, et le rythme de vie de ses citoyens s'organisait, préparant silencieusement le chemin pour les grandeurs et les défis encore inimaginables qui attendaient cette civilisation en pleine ascension. Ainsi, de ses fondations robustes et de ses premières expansions, émergea un âge d'or républicain, un temps de consolidation et de rayonnement où Rome, n'étant plus seulement une puissance régionale,
se profilait comme le cœur battant d'un bassin méditerranéen désormais unifié sous son influence. Ce développement exceptionnel culmina dans un apogée marqué par des réalisations architecturales d'une ambition croissante. Le Forum Romanum, centre névralgique de la vie romaine, se parait de nouvelles splendeurs. Vers 185 avant notre ère, le censeur Caton l'Ancien supervisa la construction de la basilique Porcia, le premier édifice de ce type à Rome, mesurant environ 70 mètres de long sur 25 de large. Cette structure rectangulaire, dotée de colonnades intérieures, servait de lieu de rassemblement pour les affaires judiciaires et commerciales, offrant un espace couvert pour les transactions et les procès. Les murs étaient érigés en briques cuites, enduites de stuc blanc, et le toit, à double pente, était soutenu par des poutres de bois de sapin importées des forêts des Apennins. L'élégance de sa conception annonçait les futures grandes basiliques impériales, témoignant d'une maîtrise architecturale en constante évolution. Parallèlement à ces aménagements civiques, la fin du IIIe et le début du IIe siècle avant notre ère virent l'émergence d'un urbanisme plus structuré. La construction du Porticus Aemilia, en 193 avant notre ère, en est un exemple frappant. Situé près du Tibre, cet immense entrepôt portuaire mesurait près de 500 mètres de long et 60 mètres de profondeur, s'élevant sur plusieurs niveaux. Il était composé de voûtes en opus incertum, une technique de construction utilisant des petits moellons de tuf insérés dans un mortier de chaux, de sable et de pouzzolane, formant des surfaces irrégulières mais solides. Cette structure colossale, destinée au stockage des marchandises importées par voie fluviale, reflétait l'accroissement exponentiel du commerce et la nécessité de vastes infrastructures logistiques pour alimenter une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Les grandes réalisations architecturales de cette période ne se limitaient pas aux bâtiments fonctionnels. Des temples monumentaux s'élevèrent, mélangeant les influences étrusques et grecques dans un style typiquement romain. Le temple de Vénus et Rome, bien que reconstruit plusieurs fois par la suite, vit ses fondations initiales posées vers 146 avant notre ère, après la destruction de Carthage. Érigé sur la Velia, il était dédié à la déesse ancestrale de la gens Julia. Ces temples, souvent en marbre de Luni, aujourd'hui Carrare, dont l'extraction était devenue plus systématique, ou en travertin, se caractérisaient par des podiums élevés de plusieurs mètres, des péristases, rangées de colonnes, encerclant l'édifice, et des frises sculptées narrant les exploits des dieux et des héros. Les techniques de levage de blocs de pierre, parfois pesant plusieurs tonnes, utilisaient des grues à treuil actionnées par des hommes à l'aide de cordes et de poulies, permettant des constructions d'une précision remarquable. L'apogée de la République fut indissociable de l'expansion territoriale qui suivit les guerres puniques. Après la victoire décisive de Zama en 202 avant notre ère, Rome hérita de la majeure partie des possessions carthaginoises en Espagne, transformant la péninsule ibérique en deux provinces, Hispania Citerior et Hispania Ulterior. Ces conquêtes s'étalèrent sur plusieurs décennies, marquées par des campagnes parfois brutales contre les tribus locales. La prise de Numance en 133 avant notre ère, après un siège de 8 mois mené par Scipion Émilien, fut un événement marquant. Scipion, à la tête d'une armée de 60 000 hommes, construisit un impressionnant réseau de 7 camps fortifiés et un fossé de près de 9 km autour de la ville, coupant tout ravitaillement. Les défenseurs numantins, réduits à la famine, résistèrent avec acharnement avant de succomber, illustrant la ténacité romaine et le coût humain de son empire naissant. L'Orient hellénistique fut également intégré dans l'orbite romaine. Après la défaite d'Antiochus III de Syrie à la bataille de Magnésie en 188 avant notre ère et la victoire sur la Macédoine à Pydna en 168 avant notre ère, la Grèce et l'Anatolie devinrent des protectorats, puis des provinces.
La destruction de Corinthe en 146 avant notre ère, la même année que celle de Carthage, marqua la fin de l'indépendance grecque. Le général Mummius rasa la ville et en dispersa les habitants, laissant derrière lui des ruines fumantes. Des milliers d'œuvres d'art grec, statues de bronze, marbre, tableaux, furent alors acheminées vers Rome, enrichissant les collections privées et publiques et influençant profondément l'esthétique romaine qui intégra ces formes d'expression dans son propre répertoire artistique. Le florescence culturelle accompagna cette expansion. Le IIe siècle avant notre ère vit la véritable naissance de la littérature latine. Plaute et Terence, tous deux dramaturges, adaptèrent et développèrent la comédie grecque. Terence, né en Afrique du Nord vers 185 avant notre ère et mort vers 159, écrivit 6 comédies, dont l'Andrienne et les Adelphes, caractérisées par une élégance de style et une observation fine des mœurs. Ces pièces étaient jouées lors des Ludi Romani ou des Ludi Megalens, sur des scènes en bois éphémères érigées sur le forum, devant un public qui pouvait atteindre plusieurs milliers de spectateurs. Ces représentations gratuites mélangeaient l'humour, les intrigues amoureuses et les réflexions morales, offrant un divertissement populaire et sophistiqué qui contribua à définir le goût littéraire romain. Le cercle des Scipions, autour de Scipion Émilien, devint un foyer intellectuel important dans la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère. Ce groupe d'aristocrates éclairés et de penseurs grecs accueillait des figures comme le philosophe stoïcien Panétius de Rhodes et l'historien Polybe. Leurs discussions portaient sur la philosophie, l'histoire, la rhétorique et la politique, forgeant une élite cultivée qui cherchait à concilier les vertus romaines traditionnelles avec la sagesse hellénistique. Polybe, retenu à Rome après Pydna, écrivit ses Histoires en 40 volumes, analysant l'ascension de Rome au rang de puissance mondiale, une œuvre fondamentale pour la compréhension de cette période, rédigée en grec, mais destinée à expliquer le phénomène romain au monde hellénistique et à ses propres citoyens. Les systèmes institutionnels de la République atteignirent leur apogée de complexité et de fonctionnement. Le Sénat, composé d'environ 300 membres, majoritairement d'anciens magistrats, détenait une autorité morale et politique immense, conseillant les magistrats, gérant les affaires étrangères, la trésorerie et les décisions militaires. Ces délibérations se tenaient dans la Curie Hostilia, un bâtiment rectangulaire de 23 mètres sur 18, avec des bancs en bois disposés en gradins. Bien que théoriquement consultatif, le Sénat dirigeait de fait la politique romaine, ses décrets, Senatus Consulta, étant rarement ignorés. Les assemblées populaires, comme les comices centuriates et les comices tributaires, élisaient les magistrats et votaient les lois, reflétant une forme de démocratie directe, certes limitée par le poids des votes des citoyens les plus aisés, mais qui donnait une voix au corps civique. L'économie, florissante grâce aux conquêtes, voyait Rome devenir le cœur d'un réseau commercial méditerranéen inégalé. Les richesses affluaient sous forme de butin de guerre, de tributs provinciaux et d'une augmentation spectaculaire du commerce. Le port d'Ostie, à l'embouchure du Tibre, et Pouzzoles, dans la baie de Naples, débordait d'activité. Des navires de charge, mesurant souvent 30 à 40 mètres de long avec une capacité de chargement de plusieurs centaines de tonnes, accostaient quotidiennement. Ils transportaient des millions de modilles de céréales de Sicile, de Sardaigne et d'Égypte, un modius équivalent à environ 8,7 litres, des amphores de vin de Campanie, d'huile d'olive d'Hispanie et d'Afrique, des lingots d'argent des mines de Carthagène et des épices exotiques comme le poivre noir, la cannelle et le safran, venus d'Orient dont la valeur pouvait dépasser celle de l'or. La vie dans les grandes cités, Rome au zénith. Au cœur de cette république en pleine splendeur, la vie urbaine à Rome était un tableau foisonnant de couleurs, de sons et d'arômes,
un écho perpétuel de l'activité humaine. Les marchés étaient des centres de vie grouillants. Le Forum Romanum, en plus de sa fonction politique, abritait des étals où l'on vendait des fruits frais de la campagne environnante, pommes, poires, figues et des légumes de saison. Le Forum Boarium, marché aux bovins, et le Forum Olitorium, marché aux légumes, étaient spécialisés. Sur le marché, un modius de blé pouvait se négocier autour de 4 deniers, à 5 deniers, selon la saison et l'abondance. Les sons des marchands vantant leurs produits, emptor, quid vis, se mêlaient au beuglement des bêtes et au rire des passants. L'air était saturé des effluves de pain frais sortant des boulangeries voisines, de l'odeur âcre du fromage de chèvre, du fumet de la viande rôtie et des arômes entêtants d'épices orientales importées, comme le cumin et la coriandre, diffusés par les vendeurs ambulants. Les festivals et processions religieuses animaient le calendrier romain, transformant les rues en scènes de spectacle et de dévotion. Les Ludi Romani, célébrés en septembre sur une durée de 15 jours, étaient dédiés à Jupiter Optimus Maximus. Des processions solennelles, les Pompae, défilèrent depuis le Capitole jusqu'au Circus Maximus, un immense hippodrome capable d'accueillir 150 000 spectateurs. Les prêtres, vêtus de toges blanches bordées de pourpre, portaient des statues des dieux, suivis par des magistrats, des musiciens jouant de la tibia, flûte, et du cornu, corne, et des danseurs masqués. L'encens de myrrhe et de benjoin brûlait dans des cassolettes en bronze, emplissant l'air d'un parfum capiteux, qui se mêlait à la foule pressée, vêtue de tuniques de lin aux couleurs éclatantes, teintes à la garance pour les rouges ou à l'indigo pour les bleus profonds. Les sons urbains étaient une symphonie constante. Dès l'aube, le cliquetis des marteaux des forgerons résonnait dans les quartiers des artisans, l'odeur du charbon de bois brûlé et du fer rougi emplissant l'air. Les chariots de marchandises, tirés par des mules et dont les roues cerclées de fer claquaient sur les pavés de basalte, commencèrent leur course bien avant le lever du soleil pour éviter les encombrements diurnes. Les véhicules étaient souvent interdits en ville pendant la journée. Les cris des marchands d'eau, aquarii et de pain, le murmure des conversations dans les thermes, les appels des orateurs au forum et le joyeux brouhaha des enfants jouant dans les ruelles étroites composaient une tapisserie sonore incessante. Les arômes des rues romaines étaient tout aussi diversifiés. L'odeur piquante du garum, cette sauce de poisson fermenté, s'échappait des échoppes de produits de la mer. Les fumées de bois et de charbon des cuisines rudimentaires des insulae se mêlaient aux parfums plus délicats des jardins intérieurs des domus, où poussaient le laurier, le myrte et la rose, mais aussi, malheureusement, l'odeur des déchets et des eaux usées qui s'accumulaient parfois dans les rues moins bien entretenues, malgré les efforts des édiles pour la propreté publique. Ce contraste des effluves racontait à lui seul la diversité des vies menées entre les murs de la ville éternelle. La vie des différentes classes sociales était marquée par des contrastes frappants. Dans les palais des grandes familles sénatoriales, comme la Domus, des Cornélii ou des Fabii, les espaces intérieurs étaient vastes, avec des atriums lumineux et des péristyles verdoyants, ornés de statues en marbre importées de Grèce. Un sénateur, vêtu d'une toge prétexta, bordée de pourpre, passait sa matinée à recevoir ses clients, puis à discuter des affaires de l'État au Sénat. Ces repas étaient des festins élaborés. En revanche, un ouvrier journalier vivant dans un appartement exigu au 4e étage d'une insula de briques et de bois, de seulement 20 mètres carrés pour une famille de 5 personnes, se contentait de pain et de pulse. Sa journée était faite de labeur manuel sur les quais du Tibre, portant des sacs de céréales pesant 60 kg, ou dans les carrières de travertin, parvenant à gagner à peine un denier par jour pour sa subsistance.
les interactions sociales se déployaient dans des lieux emblématiques. Les tavernes, koponae ou tabernae, souvent situées au rez-de-chaussée des insulae et identifiables par leurs enseignes peintes représentant des grappes de raisin ou des scènes de banquets, étaient des lieux animés. On y servait du vin dilué avec de l'eau, de la bière d'orge et des plats simples comme des saucisses grillées, des lentilles ou du pain à l'ail. Les Romains s'y retrouvaient pour jouer aux dés, échanger les dernières nouvelles ou simplement s'abriter de la chaleur. Le son des rires et des conversations animées s'échappait des portes ouvertes, éclairées par des lampes à huile rudimentaires, créant une ambiance de convivialité bruyante et populaire. Les thermes, devenus plus nombreux et plus somptueux, étaient bien plus que de simples bains. Ils étaient des centres sociaux où toutes les classes pouvaient se côtoyer, moyennant une somme modique, environ un quart d'as, soit un quart de denier. Après le bain dans le caldarium, eau chaude à 40 degrés Celsius, le tepidarium, eau tiède, et le frigidarium, eau froide, les Romains pouvaient s'adonner à des activités physiques dans les palestres, salles de sport, attenantes, discuter dans les salles de lecture ou recevoir des massages à l'huile d'olive parfumée. L'air y était lourd de vapeur d'eau, d'effluves d'huiles essentielles et du murmure des conversations, créant un espace de détente et de réseautage où l'on forgeait des alliances politiques ou commerciales. Les temples, lieux de culte et de rassemblement, étaient des scènes de rituels précis. Au temple de Jupiter, Optimus Maximus sur le Capitole, le plus sacré de Rome, des sacrifices étaient régulièrement offerts. Un bœuf blanc, sans défaut, était mené en procession, ses cornes décorées de bandelettes et de fleurs. Le prêtre, portant une toga praetexta, égorgeait l'animal d'un coup de couteau rituel sur un autel en marbre. Le sang était recueilli et les entrailles, particulièrement le foie, étaient examinées par les haruspices pour y lire les présages divins. Les fumées des offrandes montèrent vers le ciel, emportant les prières du peuple romain pour la prospérité et la sécurité de la République. Le son des tibiae accompagnait parfois ces moments solennels, ajoutant une dimension musicale au recueillement. L'évolution de la vie quotidienne touchait également les repas. La cena, toujours le repas principal, prenait une importance sociale accrue pour l'élite. Les familles riches organisaient des banquets élaborés, où les convives s'allongeaient sur des triclinia, sculptés en bois précieux, garnis de coussins moelleux. Le menu comprenait une succession de plats raffinés. Des entrées comme des œufs de paon, des salades de laitue et d'endives, suivies de plats de résistance comme des rôtis de sanglier farcis aux châtaignes, des poissons du Tibre ou de la mer Tyrrhénienne cuits avec des herbes aromatiques et des volailles rôties. Les vins fins de Falernum ou de Massique, stockés dans des amphores scellées, étaient servis dans des calices en argent ou en verre soufflé, la vaisselle de terre cuite laissant place à des matériaux plus luxueux, reflétant une opulence croissante. L'éclairage des demeures patriciennes avait également évolué. Si les lampes à huile en terre cuite restaient courantes, les riches domus utilisaient désormais des lampes en bronze ciselé, suspendues par des chaînes délicates, ou des candélabres sophistiqués en argent. Ces luminaires, alimentés par de l'huile d'olive, projetaient une lumière douce et vacillante sur les fresques murales représentant des scènes mythologiques ou des paysages idylliques, avec des couleurs vives comme le rouge cinabre, le bleu égyptien et le jaune ocre. Les sols étaient ornés de mosaïques complexes, représentant des scènes marines, des motifs géométriques ou des portraits. Chaque tesselle de pierre ou de verre coloré, mesurant environ 1 cm², étant posée avec une précision d'orfèvre. Les vêtements des citoyens aisés devenaient plus variés et luxueux. Les hommes conservèrent la toge pour les occasions formelles, mais sa confection était plus raffinée, faite de laine fine et parfois d'une blancheur éclatante obtenue par un foulage minutieux. La tunica, portée en dessous,
pouvaient être en lin importé d'Égypte, plus léger et plus doux. Les femmes des classes supérieures portaient des stolai et des palais, faites de tissus plus coûteux, des lins brodés, des laines fines teintes avec des pigments rares comme le pourpre de Tyr, une teinture extraite de coquillages marins, extrêmement onéreuse, réservée aux sénateurs et aux riches matrones. Les bijoux, faits d'or, d'argent et de pierres précieuses comme les émeraudes et les grenats, complétaient leur parure, attestant de leur statut social. L'éducation, pour les enfants des élites, s'enrichissait. Au-delà de la lecture et de l'écriture, ils étudiaient la grammaire latine et grecque, la rhétorique, la philosophie et la musique. Des précepteurs grecs, souvent des esclaves érudits, enseignaient la littérature classique, comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, sur des rouleaux de papyrus mesurant jusqu'à 10 mètres de long. Les jeunes hommes effectuaient souvent un voyage d'études en Grèce, à Athènes ou Rhodes, pour perfectionner leur éloquence et leur connaissance de la philosophie, s'imprégnant de la culture hellénistique qui était devenue un marqueur de raffinement intellectuel pour l'aristocratie romaine. Les avancées technologiques continuaient de se consolider. L'utilisation de l'opus caementitium, le béton romain, se généralisait pour des structures non seulement utilitaires, mais aussi monumentales. Sa résistance et sa flexibilité permettèrent de créer des voûtes et des dômes plus larges et plus hauts qu'avec la seule pierre. La recette, un mélange de chaux, de pouzzolane, de sable et de gravats, était dosée avec précision pour maximiser la solidité et la durabilité. Ces techniques, perfectionnées par des décennies d'expérience, allaient ouvrir la voie aux réalisations architecturales les plus audacieuses de l'Empire à venir, démontrant une ingéniosité qui associait la science des matériaux à une vision grandiose de la construction. La religion, tout en conservant ses racines traditionnelles, absorbait de nouvelles influences. Le culte de la Magna Mater, Cybèle, une déesse anatolienne, fut introduit à Rome en 204 avant notre ère, apportant avec lui des rituels exubérants et des prêtres eunuques légales. Plus tard, vers la fin du IIe siècle avant notre ère, le culte de Dionysos, Bacchus, avec ses mystères et ses célébrations parfois nocturnes, gagna en popularité, provoquant même des réactions répressives du Sénat qui, en 186 avant notre ère, promulgua un Senatus Consultum pour en limiter les excès, craignant la subversion des mœurs romaines. Malgré cela, la multiplicité des cultes étrangers et leur adaptation aux pratiques romaines témoignaient de l'ouverture et de la flexibilité du panthéon de la République. Cette période de grandeur vit également l'émergence d'une conscience historique plus forte, avec des analystes et des historiens comme Quintus Fabius Pictor, écrivant en grec, et plus tard Lucius Coelius Antipater. Ces auteurs cherchèrent à consigner les événements marquants, les guerres, les triomphes et les crises de la République, créant les premières chroniques détaillées de l'histoire romaine. Leurs œuvres, souvent commanditées par l'aristocratie, visaient à légitimer le pouvoir romain et à transmettre aux générations futures les valeurs et les exploits qui avaient forgé la grandeur de la République. Un travail de mémoire qui se poursuivrait et s'amplifierait au cours des siècles suivants. Ainsi, dans le murmure du vent qui caresse les colonnes des temples et les briques anciennes du Forum, le IIIe et le IIe siècle avant notre ère résonnent comme l'âge d'or de la République romaine, une époque où sa puissance militaire, sa richesse économique et son épanouissement culturel s'entremêlaient pour créer une civilisation d'une influence sans précédent. Pourtant, sous la surface dorée de cette grandeur, des courants invisibles commençaient à tracer de nouveaux chemins, porteurs de métamorphoses que nul ne pouvait encore deviner. Les fondations, si robustes, allaient bientôt faire face à de nouveaux défis, tandis que le fleuve tranquille de l'histoire charriait déjà les premières pierres d'un avenir incertain, mais inéluctable. Les décennies qui suivirent cette période de splendeur républicaine,
où la puissance de Rome semblait inébranlable et son épanouissement sans limite, apportèrent avec elles des forces de changement qui, tel un fleuve en crue, allaient remodeler les paysages politiques et sociaux de la ville éternelle. Sous la surface dorée de cette grandeur, des courants invisibles commençaient à tracer de nouveaux chemins, porteurs de métamorphoses que nul ne pouvait encore deviner. L'harmonie institutionnelle, si laborieusement construite, fut mise à l'épreuve par des tensions sociales et des ambitions individuelles, les murmures des réformes succédant aux chants de triomphe. La première de ces fissures apparut avec les frères Gracques, symbole des tensions croissantes autour de la distribution des terres et du sort des citoyens soldats. Au IIe siècle avant notre ère, l'expansion romaine avait entraîné une concentration des terres entre les mains d'une élite, laissant de nombreux paysans sans propriété, essentiels pourtant pour le recrutement militaire. Tiberius Sempronius Gracchus, élu tribun de la plèbe en l'an 133 avant notre ère, proposa une loi agraire audacieuse, la Lex Sempronia Agraria. Cette loi visait à redistribuer les terres publiques, l'age publicus, en limitant la possession individuelle à 500 iugera, environ 125 hectares, avec une allocation supplémentaire de 250 iugera pour chaque fils, plafonné à un maximum de 1000 iugera. Pour la mise en œuvre, il créa une commission de 3 hommes, les triumvirs, chargés d'arpenter les terres et de les attribuer. Cette réforme, bien que visant à restaurer la base agraire de la République, se heurta à une opposition farouche du Sénat et des grands propriétaires terriens. Lorsque Tiberius chercha à contourner le Sénat en faisant passer sa loi directement par l'Assemblée de la plèbe, puis tenta de se faire réélire tribun, il brisa des conventions politiques profondément enracinées. Les tensions culminèrent en l'an 133 avant notre ère, lorsque Tiberius et environ 300 de ses partisans furent assassinés sur le Capitole, leurs corps jetés dans le Tibre. Ce fut un événement sans précédent, marquant la première effusion de sang politique à grande échelle dans la ville de Rome, un sombre présage des violences à venir qui allaient hanter les institutions républicaines. 10 ans plus tard, son frère cadet, Gaius Sempronius Gracchus, assuma à son tour la charge de tribun de la plèbe en l'an 123 avant notre ère et fut réélu pour un second mandat en l'an 122. Il poursuivit une politique de réforme encore plus ambitieuse. Sa Lex Frumentaria garantissait l'approvisionnement en céréales de la plèbe romaine à un prix subventionné de 6 as et 2/3 par modius, soit bien en dessous du prix du marché, une mesure destinée à soulager la pauvreté urbaine. Il proposa également des lois judiciaires transférant le contrôle des tribunaux d'extorsion aux chevaliers, une classe sociale montante, affaiblissant ainsi le monopole sénatorial sur la justice. Ces projets incluaient aussi la fondation de colonies civiques, y compris la reconstruction de Carthage, pour offrir des terres aux citoyens démunis. Ces réformes radicales provoquèrent une réaction encore plus violente de la part de l'aristocratie conservatrice. En l'an 121 avant notre ère, le Sénat, par un Senatus Consultum Ultimum, déclara l'état d'urgence, autorisant les consuls à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre la République, y compris le recours à la force létale. Gaius Gracchus et des milliers de ses partisans furent traqués et massacrés sur le mont Aventin. On dit que le prix offert pour sa tête était son poids en or. Cette deuxième vague de violence politique confirmait une tendance dangereuse. L'incapacité de résoudre les désaccords par des moyens constitutionnels et l'usage croissant de la force pour étouffer les mouvements réformistes. Ces défis ne survinrent pas isolément. Parallèlement aux troubles agraires et sociaux, le paysage militaire romain se transformait radicalement. Les guerres prolongées et l'expansion constante des frontières mirent en évidence les limites du système de recrutement basé sur la citoyenneté foncière. Les citoyens soldats,
propriétaires de petites exploitations agricoles, étaient souvent incapables de servir pendant de longues périodes loin de leurs terres, ce qui affaiblissait l'armée et augmentait les tensions sociales. C'est dans ce contexte qu'émergea Gaius Marius, un homme nouveau, issu d'une famille équestre, élu consul en l'an 107 avant notre ère, pour mener la guerre contre Jugurtha en Numidie. Marius opéra une réforme militaire majeure en l'an 107 avant notre ère, ouvrant le recrutement aux scapites censi, les citoyens sans terre qui jusqu'alors étaient exclus du service militaire. L'État fournissait désormais l'équipement et la solde, créant une armée professionnelle et volontaire. Les soldats, liés par serment à leur général plutôt qu'à la République, recevaient des perspectives de butin et de terre à leur démobilisation. Cette armée, équipée d'un gladius, une épée courte d'environ 60 cm, de 2 pilas, javelots d'environ 2 mètres de long avec une pointe en fer de 60 cm, et d'un scutum, un bouclier rectangulaire mesurant environ 1,2 m de haut et 75 cm de large, pesant environ 10 kg, devint un instrument militaire d'une efficacité redoutable. Cependant, elle devint aussi un facteur de déstabilisation politique, car les généraux ambitieux pouvaient désormais s'appuyer sur des légions loyales pour servir leurs propres intérêts. La période qui suivit fut marquée par des conflits encore plus dévastateurs, dont la guerre sociale, 91 à 88 avant notre ère. Les alliés italiens de Rome, les Socii, qui avaient combattu à ses côtés pendant des siècles, réclamaient la pleine citoyenneté romaine, refusant d'être traités comme des sujets inférieurs. Leur frustration, nourrie par des décennies de promesses non tenues, explosa en une révolte généralisée. Les Italiens formèrent une confédération rivale, Italia, avec leur propre capitale, Corfinium et leurs propres magistrats. Les légions romaines, composées de citoyens et d'alliés, se retrouvèrent face à des forces qui utilisaient les mêmes tactiques et équipements. Les combats furent acharnés, entraînant des pertes considérables des deux côtés, se comptant en dizaines de milliers. Rome finit par triompher militairement, mais le coût humain et politique fut immense. Cependant, la République comprit la nécessité d'accorder la citoyenneté. La Lex Iulia de 90 avant notre ère accorda la citoyenneté à tous les Latins et Italiens qui n'avaient pas pris les armes ou qui avaient déposé les armes. La Lex Plautia Papiria de 89 avant notre ère étendit cette offre à tous les Socii résidant en Italie qui s'enregistraient auprès d'un magistrat dans les 60 jours. Cette intégration de la péninsule italienne sous un statut de citoyenneté unifié fut une étape cruciale dans la construction de l'identité romaine, mais elle laissa derrière elle une profonde amertume et des généraux ayant acquis une immense expérience militaire, prêts à l'utiliser pour leurs propres ambitions. Les ombres des guerres civiles s'allongèrent avec la rivalité entre Marius et Lucius Cornelius Sulla. En l'an 88 avant notre ère, alors que Sulla était consul et avait été désigné pour commander la guerre contre Mithridates VI du Pont, Marius, avec l'aide du tribun Publius Sulpicius Rufus, réussit à faire transférer le commandement à lui-même. En réponse, Sulla commit l'impensable. Il marcha sur Rome avec 6 légions, environ 30 000 hommes, une action sans précédent dans l'histoire de la République. Après avoir pris la ville et chassé ses opposants, il rétablit son commandement et partit en Orient. À son retour, en l'an 83 avant notre ère, après avoir vaincu Mithridates, Sulla marcha une seconde fois sur Rome, rétablissant son pouvoir par la force après une guerre sanglante contre les partisans de Marius. Un sombre vent souffla sur la cité, portant le murmure des proscriptions. Sulla instaura des listes de ses ennemis politiques, affichées publiquement sur le forum, autorisant leur mise à mort et la confiscation de leurs biens. Des milliers de citoyens romains, parmi lesquels de nombreux chevaliers et sénateurs, furent assassinés, leurs têtes parfois exposées sur les rostres.
Les fortunes ainsi acquises permirent de récompenser ses légions et ses partisans. En l'an 81 avant notre ère, Sulla se fit nommer dictateur pour rétablir la République, un titre exceptionnel qui lui conférait un pouvoir illimité pour une durée indéterminée. Ces réformes constitutionnelles visaient à restaurer la primauté du Sénat, dont il doubla le nombre de membres à 600, en le purgeant de ses opposants et en y intégrant de nouveaux hommes. Il réduisit également le pouvoir des tribuns de la plèbe, interdisant aux anciens tribuns d'accéder à d'autres magistratures. Après avoir stabilisé son régime, il abdiqua de manière inattendue en l'an 79 avant notre ère, se retirant de la vie publique. Malgré ses tentatives de restaurer l'ordre républicain, Sulla avait involontairement montré la voie aux futurs hommes forts de Rome, démontrant que le pouvoir pouvait être conquis et maintenu par la force militaire. Ces événements pavèrent la voie à l'émergence de figures encore plus dominantes, marquant l'apogée des ambitions individuelles qui allaient achever la République. Dans les décennies suivantes, 3 hommes puissants, Gnaeus Pompeius Magnus, Pompée, Marcus Licinius Crassus et Gaius Julius César, Jules César, s'imposèrent sur la scène politique. En l'an 60 avant notre ère, ils formèrent une alliance secrète, le premier triumvirat, pour contourner l'opposition sénatoriale et poursuivre leurs objectifs personnels. Pompée, le plus célèbre général de l'époque, cherchait la ratification de ces arrangements en Orient et des terres pour ses vétérans. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, souhaitait des contrats de taxation avantageux pour ses clients publicains. César, en revanche, était le plus ambitieux. Il voulait un consulat, puis un commandement militaire majeur pour acquérir gloire et pouvoir. Le consulat de César, en l'an 59 avant notre ère, fut marqué par des manœuvres politiques audacieuses. Il fit voter une loi agraire pour ses vétérans, passant outre l'opposition sénatoriale en faisant appel directement aux assemblées populaires avec le soutien des armées de Pompée et des richesses de Crassus. Après son mandat, il obtint le proconsulat de la Gaule cisalpine et de l'Illyrie, auquel fut ajoutée la Gaule transalpine, pour une durée exceptionnelle de 5 ans, qui fut ensuite prolongée. C'est de là qu'il entreprit la conquête de la Gaule, une série de campagnes qui s'étalèrent de l'an 58 à l'an 50 avant notre ère. Ces guerres de Gaule furent l'un des chapitres les plus audacieux de l'expansion romaine, où la stratégie militaire et l'ingénierie se mirent au service de la conquête. Les campagnes de César en Gaule furent une démonstration spectaculaire de sa génialité militaire. Il soumit des dizaines de tribus gauloises, étendant la domination romaine jusqu'à l'Atlantique et au Rhin. L'épisode le plus célèbre fut le siège d'Alésia en l'an 52 avant notre ère, où Vercingétorix, le chef des Arvernes, fut encerclé avec environ 80 000 guerriers. César, avec une armée de 60 000 hommes répartis en 12 légions, construisit un réseau de fortifications doubles, une ligne de circonvallation de 15 km de long pour empêcher la sortie des assiégés, et une ligne de contrevallation de 21 km de long pour repousser les renforts gaulois, estimés à 250 000 hommes. Ces ouvrages colossaux, comprenant fossés, remblais et tours de bois, furent érigés en quelques semaines, témoignant d'une ingéniosité logistique et d'une capacité de travail stupéfiante. La victoire d'Alésia apporta à César une immense gloire, une fortune colossale et une armée aguerrie et dévouée. Le triumvirat finit par se briser. Crassus fut tué en Mésopotamie en l'an 53 avant notre ère, lors de la bataille de Kars face aux Parthes, une défaite qui coûta la vie à près de 20 000 légionnaires et la capture de 10 000 autres. La mort de Crassus laissa Pompée et César seuls face à face. La jalousie du Sénat envers la popularité et la puissance militaire de César, ainsi que la crainte d'un retour au pouvoir personnel, mena à une exigence. César devait démanteler ses légions et rentrer à Rome en simple citoyen. Cependant,
César refusa. Le 10 janvier de l'an 49 avant notre ère, il traversa le fleuve Rubicon, frontière entre sa province de Gaule cisalpine et l'Italie, prononçant la phrase célèbre « Alea iacta est ». Le sort en est jeté. Cet acte marqua le début de la Grande Guerre civile. Cette guerre civile opposa César et ses légions aux forces sénatoriales dirigées par Pompée. Le conflit s'étendit sur plusieurs années et plusieurs continents. L'une des batailles décisives eut lieu à Pharsale, en Grèce, en l'an 48 avant notre ère. César, avec une armée d'environ 22 000 hommes, affronta les 45 000 légionnaires et troupes auxiliaires de Pompée. Malgré son infériorité numérique, César employa une tactique audacieuse, cachant une 4e ligne de réserve sur son flanc droit pour contrer une manœuvre d'enveloppement de la cavalerie de Pompée. La victoire écrasante de César à Pharsale marqua un tournant, forçant Pompée à fuir en Égypte, où il fut assassiné peu après. La route vers le pouvoir suprême était ouverte pour César. Après une série de campagnes pour éliminer les derniers partisans de Pompée en Afrique et en Espagne, César revint à Rome comme maître incontesté. Il fut nommé dictateur à vie en l'an 44 avant notre ère, un titre qui, pour beaucoup de Romains, évoquait une royauté honnie et la fin de la République. César entreprit de vastes réformes. Il réorganisa le calendrier, créant le calendrier julien de 365,25 jours, qui resta en usage pendant plus de 1500 ans. Il mena des projets de construction publique ambitieux, comme le Forum de César, un vaste complexe urbain comprenant le temple de Vénus Génitrix. Il octroya la citoyenneté romaine à certaines communautés provinciales, réduisit les dettes et redistribua des terres à ses vétérans. Cependant, son pouvoir autocratique et ses honneurs quasiment divins alimentèrent les craintes de restauration monarchique. Ces craintes menèrent à son assassinat. Le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, les Ides de Mars, Jules César fut poignardé à mort par un groupe de 60 sénateurs conjurés, dont Marcus Junius Brutus et Gaius Cassius Longinus, dans la curie de Pompée. Chaque conspirateur, muni d'un poignard caché sous sa toge, porta un coup, infligeant 23 blessures mortelles au dictateur. Ils espéraient ainsi restaurer la République et ses libertés, mais leur acte plongea Rome dans une nouvelle vague de guerre civile encore plus dévastatrice, déchirant le tissu social et politique de la cité. La mort de César, loin d'arrêter la marche vers le pouvoir personnel, accéléra plutôt la désintégration du système républicain. Dans le sillage de cet assassinat, un nouveau triumvirat émergea. Octavien, le jeune héritier adopté de César, Marc-Antoine, son fidèle lieutenant, et Marcus Aemilius Lepidus, un général influent. En l'an 43 avant notre ère, ils formèrent le second triumvirat, une alliance légalement sanctionnée par le Sénat, à la différence de la précédente. Leur premier objectif fut de venger César et de consolider leur pouvoir. Ils réintroduisirent les proscriptions, des listes noires d'opposants politiques dont les biens étaient confisqués et les vies sacrifiées. Près de 300 sénateurs et 2000 chevaliers furent mis à mort, des chiffres surpassant ceux des proscriptions de Sulla. Le célèbre orateur Cicéron, dont les Philippiques avaient violemment attaqué Antoine, fut l'une des victimes les plus illustres. Le second triumvirat poursuivit les assassins de César. En l'an 42 avant notre ère, les forces triumvirales affrontèrent les armées de Brutus et Cassius à la bataille de Philippe, en Macédoine. La bataille se déroula en 2 engagements, où les vétérans aguerris d'Antoine et Octavien écrasèrent les légions républicaines. Brutus et Cassius, vaincus, se suicidèrent, marquant la fin de l'idéal républicain et de l'opposition organisée à la montée du pouvoir personnel.
Après cette victoire, les triumvirs se partagèrent le monde romain. Octavien prit l'Occident, Antoine l'Orient et Lépide l'Afrique, bien que ce dernier fût rapidement marginalisé. La décennie suivante fut marquée par une tension croissante entre Octavien et Marc-Antoine. Antoine, basé en Orient, tissa des liens profonds avec Cléopâtre VII d'Égypte, dernière reine lagide. Ses donations de territoires romains à Cléopâtre et à leurs enfants, sa manière de vivre fastueuse et son éloignement des traditions romaines furent habilement exploités par la propagande d'Octavien, qui le dépeignit comme un oriental despote sous l'emprise d'une reine étrangère. Rome se divisa en deux camps, se préparant à l'ultime confrontation pour le contrôle du monde. Les accusations réciproques, les décrets du Sénat dépouillant Antoine de ses pouvoirs et la déclaration de guerre contre Cléopâtre menèrent à la dernière guerre civile de la République romaine. La confrontation finale eut lieu à la bataille d'Actium, en Grèce, en l'an 31 avant notre ère. La flotte d'Antoine et de Cléopâtre, composée de plus de 200 navires de guerre, fut opposée à la flotte d'Octavien, dirigée par son brillant amiral Marcus Vipsanius Agrippa, qui comptait environ 250 vaisseaux. Dans une manœuvre audacieuse, la flotte d'Agrippa réussit à encercler et à détruire ou capturer la majeure partie des navires ennemis. Antoine et Cléopâtre, réalisant l'imminence de la défaite, réussirent à s'échapper avec une soixantaine de navires. Mais leur armée terrestre, restée sans commandement, se rendit à Octavien. L'année suivante, en l'an 30 avant notre ère, Octavien poursuivit Antoine et Cléopâtre en Égypte. Après la défaite de ses dernières troupes et le siège d'Alexandrie, Marc-Antoine se suicida. Cléopâtre, prisonnière d'Octavien, tenta en vain de le séduire ou de négocier. Ne voulant pas être exhibée enchaînée lors du triomphe romain, elle se donna la mort par la morsure d'un aspic. L'Égypte, riche grenier du monde méditerranéen, fut annexée par Rome et devint une province personnelle d'Octavien, mettant fin à 3 siècles de domination lagide. La mort d'Antoine et de Cléopâtre marqua la fin des guerres civiles qui avaient ravagé la République pendant des décennies. De ces tumultes, de ces ambitions démesurées et de ces épreuves sanglantes allait naître une nouvelle ère, une lente transformation des institutions qui, sous l'égide d'un seul homme, allait promettre la paix et la stabilité, mais au prix de la vieille liberté républicaine. Les fondations, si robustes, avaient été secouées par des tempêtes incessantes. Pourtant, de ces braises ardentes allait émerger une forme nouvelle, un héritage qui, tel un fleuve sinueux, continuerait de sculpter l'histoire, portant en lui les souvenirs des luttes passées et les promesses d'un futur encore inexploré. De ces tumultes, de ces ambitions démesurées et de ces épreuves sanglantes allait naître une nouvelle ère, une lente transformation des institutions qui, sous l'égide d'un seul homme, allait promettre la paix et la stabilité, mais au prix de la vieille liberté républicaine. Les fondations, si robustes, avaient été secouées par des tempêtes incessantes. Pourtant, de ces braises ardentes allait émerger une forme nouvelle, un héritage qui, tel un fleuve sinueux, continuerait de sculpter l'histoire, portant en lui les souvenirs des luttes passées et les promesses d'un futur encore inexploré. De ces métamorphoses profondes dont les résonances se font encore sentir à travers les millénaires, surgit la continuité d'un empire dont les traces gravées dans la pierre et l'esprit des hommes allaient façonner le monde bien au-delà de ses frontières géographiques. Les siècles qui suivirent ces bouleversements révélèrent comment les fragments d'une grandeur passée pouvaient se réassembler pour former une mosaïque nouvelle dont chaque pièce portait l'écho des âges révolus et la promesse d'une influence pérenne. Le premier et le plus immédiat de ces legs fut le Principat, la forme de gouvernement que son fondateur, Octavien, rebaptisé Auguste en l'an 27 avant notre ère, établit pour dissimuler un pouvoir autocratique derrière une façade républicaine. Auguste, par une série de réformes institutionnelles et militaires,
stabilisa un empire fragmenté par des décennies de guerre civile. Il réorganisa l'armée, créant des légions permanentes, composées d'environ 5200 hommes chacune, dont la loyauté était désormais due à l'empereur, et instituant la garde prétorienne, 9 cohortes de près de 4500 à 9000 soldats d'élite stationnés près de Rome, dont le rôle était de protéger le souverain. Cette armée professionnalisée, forte de 28 légions, soit environ 160 000 hommes, répartis aux frontières de l'Empire, assura une période de paix relative, la Pax Romana, qui dura plus de 200 ans. Le système de provinces fut également réformé, divisé en provinces sénatoriales et impériales, permettant une gestion plus efficace et une imposition plus régulière. L'héritage de la loi romaine fut une autre colonne vertébrale de cette continuité. Bien avant le Principat, dès le 5e siècle avant notre ère avec la loi des 12 tables, les Romains avaient commencé à formaliser leur système juridique. Au fil des siècles, le droit évolua par les édits des préteurs, les lois votées par les assemblées et les réponses des juristes. Sous l'Empire, les constitutions impériales, les décrets et les édits des empereurs enrichirent considérablement ce corpus. C'est cependant l'empereur Justinien Ier, régnant à Constantinople au VIe siècle de notre ère, de l'an 527 à l'an 565, qui donna sa forme la plus durable à ce legs. Le corpus Juris Civilis, achevé en l'an 534, fut une codification monumentale regroupant des milliers de lois, de décisions judiciaires et d'extraits de juristes classiques organisés en 4 parties, le Codex Justinianus, le Digesta ou Pandect, les Institutes et les Novellae. La redécouverte de ce corpus Juris Civilis en Europe occidentale au XIe siècle de notre ère, notamment à l'Université de Bologne, marqua un tournant pour les systèmes juridiques continentaux. Les concepts romains de propriété, de contrat, de personnes juridiques, de droit public et de droit privé furent étudiés, enseignés et adaptés, formant la base de la jurisprudence moderne dans de nombreux pays. Par exemple, le concept de la res publica, la chose publique, qui distingue le patrimoine de l'État de celui des individus, est un principe romain fondamental toujours en vigueur. Les procédures judiciaires, les classifications des délits et les principes de justice qui s'y trouvent continuent de résonner dans les codes civils et les constitutions jusqu'à nos jours, montrant comment une pensée juridique vieille de 2000 ans peut encore structurer la vie sociale. Sur le plan de l'ingénierie et de l'architecture, les Romains ont laissé des témoignages monumentaux de leur génie. Leur maîtrise du béton, l'opus cementitium, un mélange de chaux, de pouzzolane, cendres volcaniques et de granulats, leur permit de construire des édifices d'une ampleur et d'une durabilité sans précédent. Le Panthéon de Rome, achevé en l'an 125 de notre ère, dont la coupole de 43,3 mètres de diamètre reste la plus grande coupole non armée du monde, est un exemple éclatant de cette technique. Les aqueducs, comme le pont du Gard en Gaule, érigé au 1er siècle de notre ère, s'étendaient sur une longueur de 50 km, avec une portion de près de 80 km de canaux souterrains et une partie aérienne de 49 mètres de hauteur. Il acheminait jusqu'à 20 000 mètres cubes d'eau par jour vers Nîmes, témoignant d'une précision dans la pente, 25 cm sur 1 km, qui défiait les siècles. Le réseau routier romain, avec ses 400 000 km de routes pavées, dont 80 000 km de voies principales, reliait toutes les parties de l'Empire. La Via Appia, commencée en l'an 312 avant notre ère, s'étendait sur 560 km de Rome à Brindisi. Ces routes étaient construites en plusieurs couches, un lit de sable, puis de petites pierres, recouvertes de dalles de pierre parfaitement ajustées, avec un système de drainage,
permettant un déplacement rapide des troupes et des marchandises. Les ponts romains, comme le pont d'Alcantara en Espagne, achevé en l'an 106 de notre ère, avec ses 6 arches en granit mesurant jusqu'à 30 mètres de hauteur, démontrent une robustesse capable de résister aux crues les plus violentes. Ces infrastructures sont restées en usage, certaines jusqu'à l'époque moderne, et leurs principes de construction ont inspiré des générations d'ingénieurs à travers l'Europe et au-delà. L'empreinte de la langue latine sur la civilisation occidentale est également indélébile. Langue officielle de l'Empire romain, le latin vulgaire parlé par les soldats et les colons dans les provinces évolua progressivement pour donner naissance aux langues romanes, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain. Aujourd'hui encore, le français partage plus de 80% de son vocabulaire avec le latin, et une grande partie du lexique scientifique, juridique et médical de toutes les langues européennes dérive directement du latin ou du grec via le latin. Des œuvres littéraires majeures, telles que l'Énéide de Virgile, composée entre les ans 29 et 19 avant notre ère, ou les histoires de Tite-Live, écrites entre les ans 27 avant notre ère et 14 de notre ère, ont été copiées et étudiées sans interruption à travers les siècles, notamment dans les scriptoria monastiques pendant le Moyen Âge. La romanisation, le processus d'adoption de la culture et des institutions romaines par les peuples conquis, a créé une uniformité culturelle qui a survécu à la désintégration politique. Des villes comme Pompéi, ensevelies sous les cendres du Vésuve en l'an 79 de notre ère et redécouvertes à partir de l'an 1748, offrent un instantané saisissant de la vie quotidienne romaine. Les fresques colorées des villas, les ustensiles de cuisine en bronze et en céramique, les outils agricoles en fer, les inscriptions des boulangeries et des ateliers de tissage, tout révèle une civilisation raffinée et organisée. Les thermes, comme ceux de Caracalla à Rome, construits entre les ans 212 et 217 de notre ère, s'étendant sur 11 hectares et pouvant accueillir jusqu'à 1600 baigneurs simultanément, n'étaient pas seulement des lieux d'hygiène, mais aussi de socialisation, d'exercice et de culture, intégrant bibliothèques et jardins. Cette diffusion culturelle s'est poursuivie avec la christianisation de l'Empire, qui, après avoir été persécuté pendant des siècles, devint la religion d'État sous Théodose Ier, en l'an 380 de notre ère. L'organisation ecclésiastique des diocèses et des provinces s'est largement calquée sur l'administration civile romaine, et le latin est resté la langue liturgique de l'Église catholique jusqu'à Vatican II au XXe siècle. Les concepts de droit canonique se sont nourris des principes du droit romain. Les missionnaires chrétiens, héritiers de la culture romaine, ont contribué à transmettre l'alphabet latin et les structures administratives aux peuples qu'ils évangélisaient, notamment les tribus germaniques et slaves, assurant une continuité intellectuelle malgré les ruptures politiques. Pourtant, même les empires les plus puissants connaissent leur crépuscule. Le lent déclin de l'Empire romain d'Occident est un testament à la complexité des forces historiques. Les causes furent multiples et entrelacées. Sur le plan économique, le IIIe siècle de notre ère fut marqué par une grave crise, avec une inflation galopante causée par la dévaluation de la monnaie, le denier d'argent, qui contenait 98% d'argent sous Auguste, n'en contenait plus que 5% au milieu du IIIe siècle. Les routes commerciales devinrent moins sûres, les coûts de l'armée augmentèrent de manière exponentielle, et la pression fiscale sur les citoyens s'accrut, appauvrissant les classes moyennes et entraînant un exode rural. Politiquement, l'instabilité était endémique. La période dite de l'anarchie militaire, de l'an 235 à l'an 284 de notre ère, vit 26 empereurs se succéder en 50 ans, souvent des généraux proclamés par leurs troupes qui finissaient assassinés. Cette succession rapide d'empereurs-soldats affaiblit le pouvoir central et rendit impossible toute politique à long terme.
La division de l'Empire en deux, l'Occident et l'Orient, officialisée en l'an 395 par Théodose Ier, fut une tentative de gestion qui, paradoxalement, accentua la divergence des destins des deux moitiés. L'Occident, moins riche et plus exposé aux frontières, peina à maintenir son intégrité. Les pressions extérieures furent également déterminantes. À partir du IVe siècle, des vagues de migration de peuples germaniques, Goths, Vandales, Suèves, Francs, Burgondes, fuyant eux-mêmes les Huns venus d'Asie, franchirent les frontières romaines. La bataille d'Andrinople, en l'an 378 de notre ère, où l'empereur Valent fut tué et 2/3 de son armée détruits par les Goths, fut un choc psychologique majeur, montrant la vulnérabilité de l'Empire. Le sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric en l'an 410, puis par les Vandales de Genséric en l'an 455, symbolisèrent le lent effritement de l'autorité impériale en Occident, malgré des résistances héroïques. Socialement, la population des villes diminua et l'économie se ruralisa. Les grands domaines agricoles, les latifundia, devinrent des unités économiques et sociales autosuffisantes, où les paysans, cherchant protection, se liaient à de puissants propriétaires fonciers. Ce système préfigurait le féodalisme médiéval. La déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, par le chef germanique Odoacre en l'an 476 de notre ère, fut moins une fin abrupte qu'un point de bascule symbolique, marquant la reconnaissance formelle d'une transition déjà largement accomplie. Les royaumes barbares, qui s'établirent sur les ruines de l'Empire romain d'Occident, n'effacèrent pas tout. Ils adoptèrent le droit romain, la langue latine et, souvent, la religion chrétienne, tissant ainsi les premiers fils de ce qui allait devenir l'Europe médiévale. Pendant ce temps, l'Empire romain d'Orient, appelé Byzance par les historiens modernes, prospéra. Fondé par Constantin Ier en l'an 330 de notre ère sous le nom de Nouvelle-Rome ou Constantinople, il maintint la continuité des traditions romaines, grecques et chrétiennes pendant plus de 1000 ans après la chute de l'Occident, jusqu'à sa propre chute en l'an 1000, 453 face aux Ottomans. Les empereurs byzantins se considéraient comme les héritiers légitimes de Rome. La basilique Sainte-Sophie, inaugurée en l'an 537 à Constantinople, avec son dôme majestueux de 31 mètres de diamètre culminant à 55,6 mètres de hauteur, reste un chef-d'œuvre architectural qui témoigne de la grandeur et de l'ingéniosité de cet empire continuateur. Les vestiges archéologiques continuent de nous raconter cette histoire millénaire. Les fouilles du Forum Romanum à Rome, débutées dès le XVIIIe siècle, ont révélé les strates de 2000 ans d'histoire, des premières structures du 7e siècle avant notre ère aux monuments impériaux. Les arcs de triomphe de Titus, l'an 81 de notre ère, et de Septime Sévère, l'an 203 de notre ère, demeurent des symboles de victoire passée, leurs bas-reliefs représentant des processions et des butins de guerre. Le mur d'Adrien, construit en l'an 122 de notre ère, s'étendant sur 117 km à travers l'Angleterre, avec ses forts, ses tours de guet et sa hauteur moyenne de 4,6 mètres sur 2,4 mètres de largeur, est un témoignage impressionnant de la détermination romaine à défendre ses frontières. Ces découvertes, comme celle de la Villa Romana del Casale en Sicile, datant du IVe siècle de notre ère et abritant 3500 mètres carrés de mosaïques, révèlent la richesse artistique et les modes de vie provinciaux. Elles nous permettent de reconstruire les régimes alimentaires, les techniques artisanales, les croyances religieuses et les structures familiales. Chaque fragment de poterie, chaque pièce de monnaie en bronze ou en argent, chaque inscription latine gravée sur la pierre est un murmure qui nous relie directement à ceux qui vivaient il y a des siècles. Les échos de la civilisation romaine sont partout, dans le tracé de nos villes,
la structure de nos lois, les mots de nos langues et les formes de notre art. L'idée même de Rome est devenue un concept éternel. Elle symbolise la grandeur, la puissance, l'ordre et la civilisation. La Renaissance, à partir du XIVe siècle, fut un mouvement de retour aux sources gréco-romaines, redécouvrant les textes, les philosophies et les formes artistiques antiques. Le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, s'inspira des idéaux républicains romains pour forger de nouvelles visions de la citoyenneté et de la gouvernance. Aujourd'hui encore, des références à l'Empire romain parsèment notre discours politique, nos œuvres de fiction et notre compréhension de l'histoire universelle, prouvant que son influence dépasse largement sa réalité historique. Ainsi, comme les marées incessantes sculptent le rivage, l'Empire romain, dans sa lente dissolution en Occident et sa transformation en Orient, a légué des empreintes profondes, des sillons indélébiles dans le substrat même de la civilisation. Ces pierres, ces lois et ces mots se sont dispersés, portés par le vent des siècles, pour germer dans des terres nouvelles, offrant aux générations futures des graines de pensée et des structures de vie, dont la résonance continue de murmurer à travers le temps. La longue et sinueuse route que nous avons parcourue ensemble, depuis les humbles villages du Latium jusqu'aux confins d'un empire s'étendant sur plusieurs continents, touche désormais à sa fin. Nous avons exploré les origines modestes d'une cité bâtie sur 7 collines, la ténacité d'un peuple forgeant ses premières lois, la montée d'une république audacieuse qui, au fil des siècles, a su conquérir et administrer un vaste monde méditerranéen. Nous nous sommes attardés sur le détail de la vie quotidienne, les senteurs des marchés, le crépitement des feux de cuisson, le son des outils des artisans et le murmure des conversations dans les thermes. Nous avons traversé les âges d'or des empereurs bâtisseurs, dont les monuments de marbre et de béton continuent de défier le temps, puis les périodes de tumulte et de transformation, où les idéaux républicains s'effacèrent devant les ambitions personnelles. Nous avons observé les vagues successives d'innovation, des routes pavées au système juridique complexe qui ont façonné non seulement Rome, mais aussi l'Europe et bien au-delà. Et enfin, nous avons contemplé le lent crépuscule d'un empire en Occident et la persistance de son héritage sous d'autres formes, notamment à Byzance, ainsi que les échos silencieux que cette civilisation laisse encore dans notre présent. L'histoire de Rome n'est pas une page tournée, mais un livre dont les chapitres continuent de s'écrire dans la mémoire collective, dans la trame de nos langues, la structure de nos lois et l'inspiration de nos architectures. Les murmures des légions, les décrets des empereurs, les éclats de rire des enfants sur le forum, tout cela s'est fondu dans le grand fleuve du temps, mais en a enrichi le cours pour l'éternité. Cette civilisation, avec ses grandeurs et ses faiblesses, nous rappelle la fragilité et la résilience des œuvres humaines et la manière dont chaque civilisation dépose ses grains de sable dans le sablier infini de l'histoire. Maintenant, laisse ces images s'estomper doucement, comme les brumes du matin se dissipent sur un paysage antique. Laisse les échos des pas sur le pavé romain, les sons lointains des chariots, et les voix des orateurs du Sénat se mêler aux souffles apaisants de la nuit. Dors paisiblement, cher compagnon de voyage, à travers le temps. Que le sommeil t'accueille dans sa douce étreinte, tandis que les étoiles veillent sur le monde. L'histoire, cette immense tapisserie tissée au fil des millénaires, continuera de murmurer ses récits, inlassablement dans le silence de ton repos. Que ton esprit trouve la sérénité. Bonne nuit, cher compagnon de voyage, à travers le temps. Que le calme enveloppe ton esprit et que les rêves t'emportent dans des contrées lointaines, tandis que les échos éternels de Rome veillent sur ton sommeil.